L'Ukraine s'y prépare depuis des mois et a affaibli la machine de guerre russe, réduisant les forces de Poutine. Maintenant, l'Ukraine a frappé, déchirant la ligne de front russe en une seule offensive brutale. L'Ukraine a creusé une cicatrice de 95 km dans les défenses russes. C'est humiliant pour la Russie, embarrassant. Alors que le front russe s'effondre, l'Ukraine récupère ses territoires et force la Russie à battre en retraite. Suite à la perte récente par la Russie des terminaux Starlink illicites qu'elle utilisait pour tout, de la communication de base sur le champ de bataille à ses attaques de drones à longue et moyenne portée, l'Ukraine en a profité pour lancer des assauts sur 3 secteurs de la ligne de front d'environ 1100 km, soit 684 miles. L'Ukraine a repoussé les forces d'infiltration russes et a repris des territoires que la Russie avait mis des mois à conquérir. Les chiffres sont embarrassants pour Poutine. Le 16 février, l'Ukraine a libéré plus d'une douzaine de localités en une semaine et avance vers un important centre défensif russe, ses soldats étant en chasse. Nous reviendrons bientôt sur ce centre. Les plus grands gains de l'Ukraine ont eu lieu dans la région de Zaporijia, où ses unités combinées d'assaut, d'infanterie, de drones et de transports blindés ont réussi à reprendre 5 villages. Sur une ligne de combat de 30 km, soit 19 miles près de la ville de Ouliaïpol, les forces russes dans cette zone ont été contraintes de battre en retraite. Ces forces se sont repliées jusqu'à traverser de nouveau la rivière Idur. Il leur avait fallu des mois pour la franchir, annulant ainsi les gains réalisés durant l'été. En conséquence, c'est énorme pour l'Ukraine, et Euromaidan Press donne encore plus de détails. Il souligne que la Russie a mené 2 mois d'offensive vers Oleksandrivka et Ouliapola, capturant cette dernière pour avancer vers l'ouest et le nord-ouest. Cependant, un problème est survenu pour la Russie vers le 8 février, ce qui n'est pas un hasard, au moment de la perte d'accès à Starlink. Les avancées dans ces directions se sont presque arrêtées. L'Ukraine a vu une opportunité et a frappé fort dans le secteur d'Olexandrievka. L'Ukraine a frappé vers le sud-est, forçant les forces russes à quitter les localités d'Orestopil et d'Olexivka, ce qui a préparé le terrain pour des avancées vers Turova et Berezova, rapporte Euromaidan Press. Une autre rivière est aussi intervenue ici, cette fois la Yanchor. Les forces ukrainiennes ont progressé le long de cette rivière, reprenant les localités de Yehorivka, Slohoda, Ribna, Vishneva et Perchotrevneva. Selon Euromaidan Press, l'Ukraine tente de libérer Provilna pour repousser les forces russes au-delà d'une autre rivière. Une offensive ukrainienne a aussi eu lieu au nord de Ouliaïpol, vers la rivière Idur. Nous avons mentionné que les forces ukrainiennes ont effectivement réussi à traverser cette rivière en repoussant la Russie. Elles ont repris Kozybseva et Ternovarta au cours de cette opération. Une offensive parallèle a visé la même rivière. Cela a aussi permis à l'Ukraine de reprendre Pralouki et Olono-Kostiantonivka, progressant vers Varvarivka, déjà partiellement sous contrôle ukrainien. Ce n'est pas tout. L'Ukraine a aussi lancé une offensive brutale dans la zone tenue par la 58e armée interarmes russe, selon Euromaidan Press. On ignore si l'Ukraine a obtenu des avancées majeures dans cette offensive. Elle a toutefois réussi à repousser les unités russes dans les régions de Stepnohirsk, Loukianivska et Primorska, ainsi qu'à stopper net les assauts russes le long de l'axe Stepova-Pavlivka. Si les offensives russes cessent, il pourrait y avoir plus d'opportunités pour des contre-attaques ukrainiennes. Nous avons dit plutôt que le fait que les unités russes aient cessé leurs assauts a créé une ouverture pour tout ce que nous avons vu au cours de la semaine passée, et d'autres ouvertures se forment. Davantage de territoires occupés par la Russie sont désormais menacés. Dire que c'était une humiliation pour la Russie, comme mentionné plus tôt, était en fait en deçà de la réalité. C'est un scénario catastrophe pour les forces russes. Les commandants, qui s'étaient vantés auprès de leurs supérieurs d'avoir pris du territoire, doivent maintenant expliquer comment tout cela a été perdu. Les soldats sacrifiés dans le hachoir de la guerre se sont avérés sans valeur, comme Poutine les traite. L'Ukraine a réalisé en une semaine ce que la Russie a mis plus de 2 mois à accomplir. Et nous allons aborder dans quelques minutes comment l'Ukraine a réussi à accomplir tout cela. D'abord, nous avons encore quelques chiffres. Et ces chiffres font passer une situation déjà critique pour la Russie au stade de la catastrophe. Vous l'avez peut-être déjà deviné, libérer autant de villages signifie que l'avancée de l'Ukraine durant la semaine précédant le 16 février a été massive. Euromaidan Press avance un chiffre, notant que l'Ukraine a réussi à reprendre 9,5 km, soit environ 5,9 miles de territoire à la Russie. Sur l'ensemble de la zone du front où elle a lancé ses contre-attaques, c'est déjà impressionnant en soi. Mais c'est encore mieux que cela. Comme l'explique France 24, cette reprise représente quelque chose d'encore plus important. En moins d'une semaine, l'Ukraine a repris 201 km², soit un peu plus de 77,6 miles carrés, à la Russie.
ce qui constitue les plus grands gains réalisés par l'Ukraine en environ 2 ans et demi de guerre. La dernière fois que l'Ukraine a repris autant de territoire remonte à sa contre-offensive de l'été 2023, finalement échouée. Toutefois, cette contre-offensive visait spécifiquement à reprendre un maximum de territoire. Celle-ci est différente. Oui, l'Ukraine a repris beaucoup de territoire en très peu de temps. Mais il y a un objectif très précis derrière ces libérations, que nous expliquerons en détail si vous restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Avant cela, rappelons comment l'Ukraine a réussi ce coup. Il y a 2 facteurs majeurs en jeu, dont l'un que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises, Starlink. La coupure de Starlink a été déterminante pour l'Ukraine, comme l'a expliqué Preston Stewart dans son analyse de la percée ukrainienne. Il souligne que d'autres analystes ont noté que la perte de Starlink par la Russie a empêché ces drones de voler. C'est en partie exact, et cela n'a peut-être pas influé sur le succès de l'Ukraine. Oui, certains drones russes utilisaient Starlink, mais comme le souligne Stewart, il s'agissait surtout de drones de moyenne ou longue portée employés par la Russie pour attaquer l'Ukraine. À l'arrière, les opérateurs de drones FPV russes auraient sans doute continué d'agir dans les zones de Zaporijia, récemment reprises par l'Ukraine. On pourrait dire que la perte de drones de moyenne portée empêchait la Russie d'affaiblir l'assaut ukrainien. Bien plus important concernant Starlink, c'est la perte de communication qu'il a infligée aux soldats russes. Starlink a perturbé les communications et a eu un impact sur l'utilisation de certains drones, affirme Stewart. Réfléchissez à ce que cela implique pour la Russie, dont la stratégie en 2025 et jusqu'en 2026 était d'envoyer de petites unités s'infiltrer et établir des défenses faibles en Ukraine. Ces infiltrés dépendent totalement des communications avec le commandement pour connaître leur destination, leur mission, le timing, et savoir si des renforts viendront transformer leur tête de pont en ligne de combat. Avec Starlink retiré à la Russie, toutes ces communications disparaissent, et il ne reste à la Russie que de petits groupes de soldats qui errent à l'aveugle. Ils ignorent leur destination et la suite à donner. Ils ne peuvent que se cacher dans leurs défenses précaires et espérer échapper aux unités d'assaut ukrainiennes. Après tout, ça n'a pas très bien marché pour les infiltrés. La seconde raison pour laquelle l'Ukraine a réussi sa remarquable contre-offensive est l'adoption d'une nouvelle stratégie pour contrer l'infiltration russe, explique Stewart, précisant que l'Ukraine a développé une tactique inédite. Elle crée de petites unités chargées de missions de recherche et destruction pour éliminer totalement les infiltrés sur leur territoire. Selon Stewart, ces groupes peuvent être de la taille d'un peloton, soit environ 12 à 20 soldats, et leur mission consiste à traverser les zones grises que la Russie prétend occuper, en éliminant toute trace des infiltrés. Au fur et à mesure de leur progression, ils disposent d'un renseignement extrêmement détaillé sur la zone dans laquelle ils s'engagent, et ils ont un objectif précis. Progressez dans ces bâtiments, nettoyez jusqu'ici, puis arrêtez-vous, faites une pause et regroupez-vous, explique Stewart en décrivant l'approche ukrainienne. Cette méthode est très efficace pour contrer les groupes d'infiltration que la Russie utilise pour revendiquer faiblement des territoires qu'elle contrôlait à peine. Même avant que l'Ukraine ne lance sa série dévastatrice de contre-attaques, la Russie s'était déjà surexposée sur l'ensemble du front. L'Ukraine a allié flexibilité et unité plus solide que celle de l'ennemi. La Russie s'infiltre pour affaiblir les forces de Poutine et reprendre du territoire. Un soldat ukrainien à Army Inform résume « Nous traquons les poseurs de drapeaux et les détruisons ». Ce soldat est le colonel Vladislav Voloshin, porte-parole des forces de défense du sud de l'Ukraine, qui opère dans les directions de Huliaïpol et Oleksandrievka. Mais l'Ukraine a repris beaucoup de territoire la semaine dernière. Quand nous détectons ces groupes infiltrés, nous nettoyons les localités, précise Voloshin, ajoutant que ces zones étaient et restent sous notre contrôle, jamais sous celui des Russes. Nous cherchons juste ces poseurs de drapeaux infiltrés et les détruisons. En d'autres termes, l'Ukraine reprend ce qui lui appartient, et elle récupère le territoire aux forces russes qui ne le contrôlaient que très faiblement au départ. Nous allons bientôt expliquer ce que l'Ukraine cherche à accomplir avec ses contre-offensives. Voici The Military Show, qui vous offre une vision complète, au-delà des gros titres. Abonnez-vous dès aujourd'hui pour rester à la pointe avec des mises à jour quotidiennes. Face aux réalisations de l'Ukraine la semaine dernière, la réaction de la Russie a été faible. Le ministère de la Défense garde le silence, ce qui laisse aux blogueurs militaires russes le soin d'essayer de justifier les pertes massives de la Russie. La plupart rapportent quelque chose qui ressemble à la réalité de la situation, dit Stewart. Un homme, Yuri Podoliaka, tente désespérément de minimiser les succès ukrainiens, en les présentant comme des tentatives que l'Ukraine ne cherche même pas à accomplir. Stewart cite Podoliaka qui affirme que l'offensive ukrainienne n'a pas été si efficace. Ignorant les territoires conquis,
le blogueur affirme que l'Ukraine a été stoppée sur tout le front. Les dernières 24 heures l'ont montré. Le corps d'assaut des forces armées ukrainiennes non seulement n'a pas obtenu les succès nécessaires, mais il n'est également clairement plus capable de mener des actions de contre-offensive sérieuses. Stewart cite le blogueur militaire qui dit que bien que d'autres villages aient été libérés, les pertes subies pèsent désormais lourd. Les forces armées russes étaient bien préparées et ont imposé leur contre-jeu. Sérieusement, Yuri, tu parles là-dessus? C'est en réalité l'inverse. Comme le note Stewart, les propos de Podoliaka contredisent même ceux de ses collègues blogueurs militaires russes. Il semble y avoir ici une projection, ou bien Podoliaka a mal évalué les actions de l'Ukraine la semaine dernière. Comme s'il s'agissait d'une sorte de contre-offensive massive, semblable à celle de l'été 2023 censée reprendre de vastes pans de territoire. Ce n'est pas le cas. L'Ukraine est trop intelligente pour sacrifier des dizaines de milliers de soldats dans une telle opération. Elle a aussi un plan plus ambitieux pour le territoire libéré. Ce plan peut se résumer en un mot, stabilisation. Ce que l'Ukraine fait avec toute cette contre-offensive, c'est se préparer à ce qui viendra plus tard, en 2026 au Wisconsin. Comme le souligne Euromaidan Press, l'Ukraine a habilement limité ses offensives à la zone tactique, ou zone grise, où se déroulèrent les combats. En un sens, Podoliaka a raison quand il dit que l'Ukraine n'est pas en mesure de consolider les gains qu'elle a réalisés pour permettre une avancée beaucoup plus profonde dans la région de Zaporijia. Konstantin Machavets, cité par l'Institut pour l'étude de la guerre, exprime la même chose mais dans son cas. Il comprend que l'Ukraine ne cherche pas à consolider mais à stabiliser les zones les plus chaotiques du front de Zaporijia. Pourquoi ? Eh bien, la Russie se prépare à une nouvelle offensive à l'été 2026. L'Ukraine cherche actuellement à perturber le calendrier russe pour l'offensive. Comme l'a rapporté Machavets le 5 février, tout ce que l'Ukraine fait pour retarder l'offensive réduit la fenêtre d'opportunité des forces de Poutine pour prendre du territoire. Lorsque la météo est favorable en Ukraine, l'été apporte un terrain solide, un couvert végétal et la possibilité d'opérer la nuit sans risquer l'hypothermie. L'Ukraine veut être prête pour l'offensive à venir dès que les conditions le permettront. Une offensive russe. L'ISW rapporte qu'une partie de l'offensive russe d'été se concentrera sur l'axe Orikhiv-Zaporijia. La Russie tente depuis des mois de reprendre le territoire que l'Ukraine a récupéré la semaine dernière. Le Kiev Post ajoute que la Russie prévoit de consacrer 100 000 soldats à cette offensive, qui seront probablement prélevés sur les réserves stratégiques du pays. Vladimir Poutine a imposé des délais serrés pour les attaques à Zaporijia, mais la Russie ne pourra probablement pas les tenir avant l'été. Il faut reprendre le territoire perdu pour permettre l'offensive voulue par Vladimir Poutine. Donc, les mois à venir auraient dû être consacrés aux préparatifs et à des avancées plus profondes. Maintenant, ils doivent être utilisés à refaire exactement ce que la Russie pensait avoir accompli il y a des mois. La Russie se retrouve maintenant dans une situation sans issue. D'un côté, elle refuse d'utiliser les réserves stratégiques qu'elle forme depuis 2025 pour reprendre le territoire libéré par l'Ukraine. Ces réserves devraient être utilisées pour l'offensive d'été. Plus Vladimir Poutine utilise ce réservoir, moins la prochaine offensive russe sera efficace. Mais, d'un autre côté, laisser le territoire libéré entre les mains de l'Ukraine signifie que le point d'appui dont la Russie avait besoin pour lancer cette offensive en premier lieu s'est effondré. L'été serait finalement consacré à tenter de reprendre le territoire perdu, avant que de nouvelles avancées puissent être réalisées. Cela ruine les plans de Poutine d'utiliser les territoires capturés comme levier aux négociations de paix. Forcer une retraite russe humiliante de cette manière est un coup de maître de l'Ukraine. Comme mentionné plus tôt, la stratégie de l'Ukraine pour stabiliser le front ne signifie pas qu'elle a fini de reprendre des territoires à la Russie. Pas encore. Selon Stewart, le village d'Uspanivka pourrait être le prochain objectif de l'Ukraine. Cela aurait du sens. Le village est au centre du dispositif défensif russe, probablement un nœud logistique pour canaliser d'autres assauts russes dans la région de Zaporijia. Prendre ce dispositif défensif affaiblit encore davantage la Russie, ce qui rendra encore plus difficile pour Poutine d'obtenir les gains qu'il recherche pendant l'été. La perte d'Uspanivka serait très douloureuse pour la Russie, qui occupe ce lieu depuis début novembre 2025 et l'utiliser pour bloquer les unités ukrainiennes à Novomykolaïvka. Une ultime avancée ukrainienne vers Uspanivka pourrait avoir lieu, marquant sans doute la fin de la contre-offensive. Après la prise de cette localité, l'Ukraine se concentrera sur sa préparation pour l'été. Ce que nous voyons réellement ici, c'est que l'Ukraine retire la question de la zone grise de l'équation. Le concept de zone grise, assez récent, a gagné en importance pendant la guerre en Ukraine après les tactiques d'infiltration russes. Avant cette guerre, les lignes de combat étaient déjà bien établies. Chaque camp plaçait des défenses sur une ligne stable,
et les assauts visaient à faire avancer ou reculer cette ligne selon que l'assaut était mené par l'occupant ou le défenseur. En Ukraine, les lignes de combat sont floues. De vastes zones grises existent, aucun camp ne pouvant légitimement revendiquer ces territoires où les deux opèrent. Une unité russe, infiltrée derrière les lignes, pourrait occuper une zone toujours surveillée par les drones ukrainiens. Ici, la Russie n'a pas capturé ce territoire. Elle dispose au mieux d'un point d'appui qui sera détruit dès la découverte des infiltrés. La création de ces zones grises permet à la Russie de semer le chaos à l'arrière des lignes ukrainiennes. L'Ukraine doit donc déployer des troupes d'assaut pour les contre-attaques observées dans la semaine précédant le 26 février. Malgré leur efficacité, l'Ukraine préférerait éviter de gérer ces zones grises. Elle souhaite des lignes stables et un contrôle total du territoire pour permettre la création de fortifications. Et c'est probablement ce que nous verrons ensuite de la part de l'Ukraine, à la fois avant et après la libération apparemment prévue d'Ouspanivka. Comme le note Euronews, la Russie peinait déjà à prendre les points de rassemblement nécessaires à son offensive estivale. L'Ukraine a récemment privé la Russie de plusieurs points grâce à sa spectaculaire contre-offensive. À présent, ces territoires libérés vont être fortifiés et transformés en nœuds défensifs qui décimeront les soldats russes tentant de les réoccuper. En conséquence de tout cela, la ligne de front, telle que nous la connaissons, s'éloigne de Zaporijia, rapporte Stewart. Ce mouvement permet à l'Ukraine de renforcer ses fortifications et de créer des zones de destruction dans les territoires libérés. Cela aidera l'Ukraine à user les forces russes cet été, forçant la Russie à payer un lourd tribut humain pour occuper le territoire que Poutine et ses acolytes pensaient déjà contrôler. Ces zones de destruction, qui longent toute la ligne de front et s'étendent jusqu'à 15 km, forceront les infiltrés russes à risquer leur vie face aux Ukrainiens. Chaque fois qu'ils essaient de faire un pas en avant, un drone pourrait toujours les surveiller. L'Ukraine dispose désormais d'un réseau de plus d'une douzaine de localités, et d'autres pourraient s'ajouter. Elle peut devenir une zone mortelle qui déchirera la Russie cet été, plus largement que la contre-offensive ukrainienne à Zaporijia. Ici, nous voyons l'ingéniosité de la stratégie de guerre ukrainienne. Elle a libéré du territoire pour adopter une stratégie brillante contre la Russie, utilisant drones et systèmes militaires modernes pour infliger de lourdes pertes. Vous pouvez en savoir plus sur cette stratégie, qui est sur le point de devenir la phase 2 de la contre-offensive ukrainienne, dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus d'analyses sur les derniers développements de la guerre en Ukraine. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.